Good afternoon, ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir de vous voir tous réunis ici aujourd'hui pour cette session sur l'investissement dans un monde qui respecte son climat. Je suis Tian Wei. Je vais animer ce débat et j'en suis ravi. Avant de présenter les différents orateurs qui vont essayer de nous expliquer les tenants et aboutissants de cette thématique, quelques mots sur le contexte. Pourquoi souhaitons-nous poser cette question? Pourquoi nous souhaitons vous proposer des solutions aujourd'hui? On comprend maintenant la menace du changement climatique. On sait que ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans longtemps, mais ça va arriver dans quelques mois seulement. C'est immédiat. On est dans l'immédiat. Les événements en Inde, les ouragans aux États-Unis, les phénomènes climatiques en France, au Japon, ces phénomènes existent et on sait qu'il nous faut trouver la solution. On fait des investissements dans l'énergie propre, les énergies renouvelables. Mais il y a autre chose que nous devons faire. Il nous faut modifier nos comportements et travailler pour améliorer la résilience. Et c'est pour ça qu'on a réuni cet aréopage d'orateurs, des intervenants qui viennent d'organisations internationales, de ministères, d'organisations de lutte contre le changement climatique. C'est pour cela que je souhaite maintenant vous les présenter. Laura Tuck est vice-présidente du développement durable à la Banque mondiale. Bonjour Laura, heureuse de vous voir. Nous avons aussi David Paul, ministre de l'Environnement de la République des îles Marshall. Bienvenue David. Norbert Bartle, secrétaire d'État parlementaire du BMZ en Allemagne. Bienvenue. Matthew Roycroft, qui est secrétaire permanent au sein de DFID, du département du développement international au Royaume-Uni. Et enfin, et non des moindres, il y a Petteri Talas qui est arrivé juste à l'instant. Il est secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale. Je suis très heureuse de vous voir parmi nous. Commençons par un clip qu'on a préparé pour vous. Ce clip va un peu planter le décor, vous expliquer pourquoi on parle de ces sujets et de quoi s'agit-il exactement. Le clip. Je suis né dans un petit village. Ceux parmi nous qui vivons dans les zones rurales, on dépend de l'agriculture pour nourrir nos familles. Donc si nos cultures ne fonctionnent pas, ne poussent pas, nous n'avons pas l'esprit tranquille. J'habite dans le village de Naibena, au Kiribati. Le niveau de la mer monte progressivement. Il retire les rivages. Quand nous étions jeunes, la vie était belle, mais plus rien ne pousse maintenant. Il y a eu une inondation, les puits ont été contaminés par de l'eau de mer, toute la famille a été touchée, mais c'était les enfants qui ont été touchés le plus, tombés malades, car l'eau était pas propre à la consommation. Nous avons dû quitter notre village. Nous n'étions pas à l'aise, on pensait à tout ce qu'on avait laissé derrière. On a besoin d'eau pour laver nos affaires, pour cuisiner. On a entendu parler d'un projet de pompe solaire dans un village à côté. Et on savait que notre vie allait s'améliorer. Ma communauté, les Cormonaka, m'en a parlé qu'il y avait un projet de résilience climatique. Il donnait aux agriculteurs des graines de mil et on a pu faire pousser nos cultures et tout le monde vit mieux. Depuis l'installation de la pompe à eau dans notre village, on ne tombe presque plus malade. Aujourd'hui, on a l'esprit libre. L'eau est là, disponible.
J'ai une agriculture de manioc de 2,5 hectares. Maintenant, avec 2 averses, tout pousse. Je peux vivre de ce que je vends. Je suis autonome. Ces graines de mil de meilleure qualité me permettent de quand même récolter ma culture, la récolte, malgré l'absence de pluie. On est déjà touché par le changement climatique. C'est important de prendre les devants et de surmonter les défis, de les relever. On plante maintenant des mangroves. Ce que je peux dire aux autres, le conseil que je peux donner, c'est qu'il faut accepter le changement climatique. Il est là, on le voit. Et tout ce que nous pouvons faire pour les générations à venir, c'est de surmonter les défis du changement climatique. Baisser les bras ne permet pas de trouver la solution. En 2018, la Banque mondiale a financé pour un record de 7 milliards 700 millions de dollars de projets d'adaptation. Nous aidons les pays partout dans le monde. Ensemble, on peut faire encore plus. A farmer from distant. Ce sont ces agriculteurs qui nous lancent un message. On doit agir, s'adapter. On ne peut pas baisser les bras, ni les croiser. Mais Laura, que fait la Banque mondiale aujourd'hui? On a vu le chiffre, 7 milliards 700 millions de dollars investis dans ces projets d'adaptation au climat. Que pouvons-nous faire? Laura, merci. Oui. Tout d'abord, la mission de la Banque mondiale est de réduire la pauvreté, d'aider à s'adapter au changement climatique. Si on baisse les bras, si on croise les bras et que l'on n'agit pas, ce changement climatique va peut-être inverser tout le travail de développement que nous avons fait ces dernières années. Et si on continue sur ce même chemin, 100 millions de personnes pourraient se retrouver dans la pauvreté dans les 10 années à venir. C'est démontré, on l'a vu, il y a ces phénomènes climatiques extrêmes. Et le rapport du GIEC l'a dit la semaine dernière, ces phénomènes ne vont que s'aggraver. Et ils vont s'aggraver même si on passe à un réchauffement de 1,5 degré. Si on passe à un réchauffement de 2 degrés, ça sera encore pire. Et les États partis à l'accord de Paris se sont mis d'accord ou nous ont mis sur un chemin qui nous mène vers 3,5 degrés de réchauffement. Ce sont les petits pays insulaires, les pays en voie de développement, les pays les plus pauvres qui vont en souffrir le plus. La communauté mondiale doit donc se réunir, doit se mobiliser pour lutter contre les effets, pour lutter contre le réchauffement et les effets. C'est pourquoi la Banque mondiale change totalement la façon d'agir. L'année dernière, nous avons investi 25 milliards de dollars dans des projets de lutte contre le réchauffement. C'est le double de ce que nous faisions avant Paris et on a dépassé nos cibles et nos objectifs de 2020. Et cela bien avant 2020. Mais plus important encore, nous avons doublé le montant que nous avons investi dans l'adaptation au changement climatique, 8 milliards de dollars. C'était 3 milliards 900 millions l'année précédente. Et c'est la moitié pour l'atténuation, la moitié pour l'adaptation. Et on veut vraiment cibler l'adaptation. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer un nouveau plan d'action d'adaptation et de résilience. Nous voulons changer la façon de travailler pour intégrer cette adaptation à toutes nos actions, toutes nos initiatives. Nous allons examiner l'impact que nos projets ont sur le climat et vice-versa. Et on va
ajouter ces considérations à la conception même de nos projets. Si on fait construire une école, on va faire en sorte qu'elle soit résiliente. Si on fait un travail dans un projet d'agriculture, on va trouver des graines qui sont plus adaptées au changement climatique. Pareil pour l'infrastructure, pour les routes. Dans tous les projets, dans tous les secteurs, nous allons intégrer cette donnée de l'adaptation. Et nous travaillons avec nos collègues pour que le secteur privé agisse aussi. Le secteur privé investit beaucoup dans l'atténuation aujourd'hui et c'est le secteur public qui fait l'investissement pour l'adaptation. Et on veut mettre en place des systèmes pour suivre ce que nous faisons. On va augmenter ce que nous dépensons, mais nous voulons aussi évaluer les progrès affichés. Lorsqu'on parle de résilience, on ne parle pas que de résilience physique. Nous parlons également de nouveaux mécanismes permettant au pays de gérer le risque climatique. L'on sait, ces catastrophes naturelles font passer 26 millions de personnes dans la pauvreté par an et cela coûte environ 300 millions de dollars par an au pays. Avec le Royaume-Uni et l'Allemagne, nous mettons en place un fonds de financement du risque mondial. L'idée est d'accroître la résilience de certains pays, un plan précoce, et on espère que on pourra ensuite mobiliser des ressources très rapidement après un phénomène météorologique violent ou extrême pour accroître cette même résilience. On souhaite ensuite mettre en œuvre ce système dans d'autres formes, dans d'autres crises, et on a déjà 145 millions de dollars prévus pour ces initiatives-là. D'un point de vue mondial, la banque a un plan mondial, mais nous annonçons également aujourd'hui ce partenariat avec la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Il s'agit d'agir immédiatement, de réagir en matière d'adaptation. Je voudrais maintenant parler aux pays, aux régions qui seront le plus directement affectés par tout cela, et j'en appelle au ministre David Paul des îles Marshall, qui est également assistant auprès du président. J'ai lu un petit peu avant de venir ici, et votre pays a déjà l'expérience du changement climatique. Par exemple, l'eau propre, la nappe phréatique est affectée par les grandes marées. Et aussi, vous avez déjà perdu une grande partie de votre territoire à la suite de ces marées entraînées par le changement climatique. Monsieur le ministre, aidez-moi à comprendre. De quoi a-t-on besoin? Que faut-il faire? Si la Banque mondiale veut vous aider, si d'autres pays pensent aussi. Merci. Bonjour à tout un chacun. Je vous adresse la parole, pas en tant qu'expert sur cette thématique. En fait, nous ne savons plus où nous nous aventurons. Nous connaissons les coûts de ces répercussions. Nous avons l'expérience de cette évolution, de ce changement climatique. Nonobstant, nous ne savons pas ce que l'avenir a pour nous. Nous ne pouvons que nous perdre en supputation. Quand il y a un ouragan, quand il y a un cyclone, quand il y a quelque chose du genre, eh bien, la fréquence et la sévérité de ces événements est de plus en plus grande. On ne sait pas l'avenir, mais on sait ce qui cause cette évolution. Est-ce qu'on peut toucher, manipuler les causes plutôt de ces catastrophes? C'est de ça qu'il s'agit. Chez nous, nous continuons d'assister à une sécheresse continue. Ces 10 dernières années, plus ou moins, on avait un effet linéaire dans certaines parties du pays. Et puis, au moment où on avait une dizaine d'années, on retrouvait le même événement. Donc, on avait eu le temps de récupérer entre deux événements. Mais maintenant, on n'a plus le temps de récupérer entre deux épisodes de sécheresse. Par ailleurs, nous perdons non seulement cette capacité de soutenir la vie dans les communautés insulaires, parce que notre nappe phréatique est mise en cause. Non seulement nous voyons les répercussions de ces grandes marées qui sont de plus en plus fréquentes, mais par ailleurs,
la nappe phréatique elle-même est compromise et à partir de certains des rapports qui sont diffusés, une partie des îles ou peut-être même l'ensemble du pays, on ne pourra plus y vivre parce que cette nappe phréatique aura été compromise par des influences qui viennent du sous-sol. Et on ne pourra plus faire croître quoi que ce soit. Donc c'est là qu'on en est. Notre pays ne veut pas se mettre dans un coin, dire ceci ou cela. Nous ne sommes pas la cause de tout cela. En fait, nous sommes à la pointe de ces expériences, de ces sacrifices. La stratégie 2050 a été lancée récemment par le président. Il s'agit de passer au renouvelable. On passera à 100% de renouvelable en 2050. Et dans le cadre de cette stratégie, nous avons aussi un plan de progrès national très ambitieux qui sera finalisé cette année. Et très bientôt, nous allons l'enregistrer auprès du FCCC des Nations Unies. Et nous voulons que des pays comme le nôtre, l'un des pays les moins responsables de ces événements, soient en tête, prennent l'initiative, et qu'il s'agisse d'investissements publics ou privés. Nous pensons que le partenariat et les capacités de la Banque mondiale de catalyser, de mobiliser des ressources peut nous être si utile. En particulier, les capitaux privés devraient être investis sur des filières énergétiques qui permettent de faire passer le secteur énergétique à 100% de renouvelables. Un défi se pose à notre pays. Par l'adaptation, nous pouvons quasiment garantir que, en fait, les capitaux privés ne seront jamais intéressés par l'adaptation parce qu'il n'y a pas de motivation financière. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ceci. Il faut valoriser une partie de ces fonds qui nous viennent de ces organisations internationales pour essayer de valoriser d'autres économies insulaires pour passer à une autre échelle de manière à ce que les capitaux privés puissent être attirés. Nous avons 60 000 personnes dans notre pays et je crois que les capitaux privés ne peuvent pas intéresser par un marché aussi exigu. Ça se coûterait trop cher. Donc, tels sont les défis qui se posent. Je voudrais vous dire encore deux choses importantes. Dans le Pacifique, il y a une initiative d'évaluation des risques dans le Pacifique. C'est un bon départ, mais ce n'est pas suffisant parce que ça ne couvre que certains risques de catastrophes naturelles. Mais nous voudrions aussi que des choses comme la sécheresse, par exemple, soient également couvertes. Et puis aussi, il y a la résilience de l'assurance, un partenariat entre le V20 et le G20. Là, la Banque mondiale pourrait apporter un complément. Parce que quand on regarde ces deux initiatives, elles sont déjà en place. Et c'est là que la banque et la communauté financière internationale pourraient renforcer ces initiatives et les compléter plutôt que de réinventer la roue. Merci. S'adapter ou périr? Telle est la question quotidienne dans vos pays. Les îles Marshall ne sont pas dans un coin, mais elles réfléchissent déjà aux premières étapes. Félicitations pour ça. Monsieur Rycroft et Monsieur le ministre Bartle, qu'en pensez-vous de ces facilités, de ces initiatives dont on en parle actuellement? Ça fait 10 minutes qu'on en parle, mais vous-même, comment est-ce que cette initiative que vous lancez aujourd'hui va nous aider à traiter des problèmes réels, des menaces réelles et immédiates? Comment est-ce que ça peut aider les gens de chair et d'os? Est-ce que vous allez intervenir là-dessus? Merci, bonjour. On a vu les risques de catastrophes naturelles qui sont entraînés par le changement climatique. Ça augmente très rapidement. En novembre 2017, à Bonn,
il y a une conférence climatique qui s'est tenue avec le G20 et le V20, à la suite de quoi on a mis sur pied un fonds de résilience partenariat mondial avec les ministres des Finances de 48 pays vulnérables. Quel est l'objectif de cette initiative? Il s'agit de fournir des instruments et des financements contre les catastrophes et contre les risques. Et notamment, ça va couvrir des millions de gens pauvres et vulnérables contre ce risque du changement climatique et contre les événements extrêmes en 2020. Ici, en Indonésie, il y a 2 semaines, il y a eu un tsunami qui a frappé Sulawesi, il y a des séismes constants, et on peut voir ici même toucher du doigt l'importance de ces priorités. Nous avons appris que ces dernières années, si un pays a un système financier tel que, par exemple, le financement de risque ou l'assurance en place, il est mieux préparé, il est plus résilient par rapport à ces catastrophes, les sécheresses, les inondations, etc. Nous avons déjà des expériences positives dans les Antilles, en Afrique occidentale et dans le Pacifique. Cette étude nous apprend qu'$1 investi pour se préparer permet d'économiser $4 après la catastrophe. Le financement contre les risques permet de conforter l'économie et ce qui était plus important, ça permet de sauver des vies par rapport à ces catastrophes. C'est pour ça qu'en 2017, cette initiative a été lancée et a permis de lancer le partenariat de résilience mondiale contre ces catastrophes. C'est une grande initiative mondiale pour aider les pays et les gens dans position vulnérable à traiter ces risques climatiques et ces catastrophes avant et non pas après. En plus de ces groupes politiques des G20 et V20 et d'autres gouvernements, ces partenariats mobilisent les grands acteurs, y compris les organisations internationales ainsi que les banques de développement, le secteur privé, la société civile et les universitaires. Ils ont un objectif commun, se préparer maintenant pour l'avenir qui nous attend, pour traiter de manière globale ces risques mondiaux. Il faut une initiative radicale, une initiative politique radicale, qui doit partir de la base. Et c'est pour cela que nous lançons la facilité de financement de risque mondial aujourd'hui. Il y a un travail très constructif qui a été fait avec nos amis de Grande-Bretagne, des îles Marshall, de la Banque mondiale et sous la houlette de la présidence actuelle du G20. Il y a des instruments tels que le GRIF et nous avons eu des signaux encourageants de la part de la société civile, du secteur privé pour pousser ces priorités. Je me réjouis de vous annoncer, à vous, que dans le cadre de nos investissements dans ce partenariat, l'Allemagne va apporter 150 millions d'euros au GRIF. Thank you, Norbert. Merci de ces explications et merci de votre contribution. Je passe à votre collègue Matthew, du Royaume-Uni. Tant l'Allemagne que le Royaume-Uni participent à cette facilité. Quelle est la différence et quelles sont les similarités entre vos rôles? Et puis, globalement, que fait le Royaume-Uni en matière de renforcer l'adaptation et l'atténuation et la résilience? Je voudrais vous répondre en vous reprenant une parole très puissante qu'on a entendue dans cette vidéo. Souvenez-vous de la voix qui disait « Sauf que le changement climatique est déjà là. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter et reconnaître la nécessité d'agir tout de suite. D'agir maintenant ensemble. Si ensemble nous n'agissons pas, si nous ne nous adaptons pas, comme on le disait, il y aura 100 millions de pauvres de plus. Le rôle de notre service est de travailler avec les autres bailleurs de fonds de l'Allemagne et du reste du monde pour réduire la misère. Et c'est pour cela que nous voulons agir en matière d'adaptation, pour améliorer la résilience à travers le monde. Parce qu'il y a un lien direct entre cette action et les actions anti-pauvreté. Nous avons déjà beaucoup fait.
pour aller dans ce sens, mais il reste encore beaucoup à faire. Et nous avons commencé à nous préparer pour le grand sommet que le secrétaire général Antonio Guterres des Nations Unies a convoqué pour l'année prochaine. Il a demandé au Premier ministre britannique de se faire le champion d'une grande partie de cet ordre du jour qui est précisément là-dessus, sur ces questions. Donc, pendant 12 mois, nous allons nous concentrer sur 3 choses. Et nous espérons que ce sera les 3 grands objectifs de sommet pour lancer l'action nécessaire pour la résilience. La première, il faut s'assurer d'intégrer au centre de la scène la résilience. Donc il faut un plan d'action en matière de résilience de la Banque mondiale, et nous en réjouissons. Deuxièmement, il faut aménager la résilience pour avoir des emplois à boire et à manger, des systèmes, des chaînes de valeur, etc. Troisième grande priorité, grâce à cela, il faut réduire les coûts des catastrophes. Avant le sommet de l'année prochaine, nous allons convoquer, mobiliser tout un ensemble de moyens pour faire entendre vos propositions et vos contributions au débat de manière à ce que nous puissions agir maintenant ensemble. Thank you. Thank you very much. Merci Matthew. Je vais maintenant donner la parole aux représentants de l'OMM. Petteri, les autres intervenants ont parlé de leur pays, de leurs initiatives et de cette approche mondiale pour créer la résilience et l'adaptation. Pour vous, c'est une science. Souvent, il faut frapper à votre porte pour poser des questions. Mais justement, vous et votre organisation, que faites-vous pour la résilience, pour l'adaptation? Comment agissez-vous avec d'autres? Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. J'étais à une réunion des ministres des pays de l'Arctique et il m'a fallu 2 jours pour faire ce déplacement. C'est assez brutal comme changement. Bon, peut-être des mauvaises nouvelles. 2 rapports ont été publiés récemment. La semaine dernière, nous avons publié le rapport du GIEC sur les 1,5 degrés. Et il y a aussi ce rapport sur les catastrophes naturelles, publié il y a quelques jours seulement. On constate un réchauffement de 1,1 degré, 26 cm de la mer qui a monté de 27,6 cm. Et nous avons un taux de carbone très élevé dans l'atmosphère et aussi de méthane. Attendez, vous nous dressez une liste comme si c'était rien. Mais chacun de ces facteurs, chacune de ces statistiques a un effet dramatique sur notre quotidien. Alors vous nous racontez de mauvaises nouvelles, comme vous le dites, mais quel est l'effet exact sur nous? J'y viens. Il y a des études qui montrent qu'il y a une augmentation du nombre de tempêtes et d'ouragans, de typhons, augmentation des précipitations dans certaines parties du monde. Dans d'autres parties du monde, il y a moins de précipitations, ce qui mène à des sécheresses. Et les pertes économiques ont augmenté ces dernières décennies et un rapport montre que 4,5 milliards d'habitants de la planète ont eu à faire face à des catastrophes naturelles ces 20 dernières années. Nous sommes en Indonésie. Et on voit l'exemple même de ces catastrophes naturelles. Les pays les plus vulnérables sont les pays africains, dans les Caraïbes et les pays du Pacifique, où les pertes économiques sont les plus importantes en raison des catastrophes naturelles. D'ailleurs, en Amérique du Nord, les catastrophes naturelles ont coûté pour plus de 400 milliards de dollars.
Cette tendance ne va que s'accentuer dans les 50 années à venir. D'ici 2060, on verra peut-être un fléchissement de cette tendance si l'on devait respecter cette cible de 1,5 degré. Si on ne change pas la donne, on peut s'attendre à une augmentation de 5 degrés et la mer va aussi se rehausser d'autant. Voilà ce que dit la science en matière de climat. Et pour s'adapter au changement climatique, que faut-il faire? Avoir des mécanismes d'alerte précoce, des systèmes plus robustes. Et il y a une cinquantaine de nos pays qui n'ont pas mis en place de système d'alerte précoce. Et donc leurs économies, leurs citoyens sont gravement touchés. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une expertise dans des pays comme le Royaume-Uni ou comme en Allemagne. Nous avons des outils de prévision très utiles que l'on retrouve en Europe, au Japon, en Chine, aux États-Unis. Et maintenant, tout l'enjeu, c'est de transmettre ces connaissances, que ces connaissances soient portées à l'attention de ceux qui en ont le plus besoin. Et nous avons aussi besoin de services financiers. Nous sommes très reconnaissants envers la Banque mondiale et la Commission européenne qui ont beaucoup investi dans ce transfert de connaissances. C'est une façon très puissante pour s'adapter. Et enfin, si on n'agit pas, on aura du mal à parvenir aux objectifs du développement durable. Mais Pateri, dans quelle mesure David peut-il s'appuyer sur vos rapports, sur vos travaux pour se protéger, pour protéger son pays? Alors, les recherches scientifiques sont très robustes. La communauté scientifique dit la même chose depuis la fin des années 80. Le message est le même, il n'a pas beaucoup évolué. Mais aujourd'hui, on a des études sur l'effet des changements climatiques. Ça devient donc plus facile de convaincre les décideurs pour qu'ils agissent. Par ailleurs, il y a les prévisions. Les prévisions à court terme, à moyen terme et à long terme. Et la fiabilité de ces prévisions s'est beaucoup améliorée. Et nous pouvons compter sur ces prévisions-là dans nos membres développés. Merci. Cela dit, David, on vient de nous annoncer le lancement de GRIF, cette facilité mondiale de financement du risque. Or, comment exploiter ces ressources rapidement? Pour un pays comme le vôtre, comment agir rapidement? Vous êtes une étude de cas. Les autres intervenants fournissent cette facilité de financement. Mais pour vous, qu'est-ce que vous devez faire? Que devez-vous faire afin de pouvoir utiliser toutes ces ressources mises à votre disposition? Et ensuite, Laura pourra apporter d'autres solutions. David, je vais essayer de répondre. Avant de répondre à votre question, je souhaite dire quelque chose très clairement. Le rapport du GIEC qui vient d'être publié a provoqué certaines réactions. Certains disent entre 1,5 degré et 2 degrés, il y a un changement massif, très important. Mais c'est très abstrait. Je vous donne mon vécu, mon expérience personnelle. La différence entre 1,5 degré et 2 degrés, c'est une question de vie ou de mort pour le peuple des îles Marshall. C'est l'existence même des îles Marshall qui est en péril. Notre culture, 0,5 degré aura un effet dévastateur. C'est pour ça qu'on doit investir dans l'adaptation, dans la résilience. Nous le disons depuis le début. C'est pour ça qu'on a travaillé d'arrache-pied dès 2015 pour parvenir à l'accord de Paris, pour arriver à cette cible de 1,5 degré. Aujourd'hui, on va vers 3 degrés de réchauffement. Alors, certains disent 1,5 degré de réchauffement, c'est déjà grave. Mais imaginez,
on va peut-être atteindre 3 degrés de réchauffement. Imaginez un monde 3 degrés, avec 3 degrés de réchauffement. Ce que nous essayons de faire, c'est comment s'adapter à un monde avec 3 degrés de réchauffement ou 1,5 degré de réchauffement. On a du mal à bien attaquer le problème. On a dans les 10 prochaines années une véritable occasion en or pour changer de chemin. Dans 12 ans. On en est aujourd'hui à la ligne de front, mais dans 12 ans, il y aura une nouvelle ligne de front. Et il faut aujourd'hui agir. Il faut pouvoir compter sur toute l'aide afin de lutter contre ce réchauffement ensemble. Et c'est une lutte pour tous. Elle ne concerne pas que les petits États insulaires comme le nôtre, comme les îles Marshall. Qu'avons-nous fait? Alors pour répondre à cette question, je dirais ceci. Le 22 novembre, nous allons organiser le premier sommet mondial virtuel. Ce sera un forum avec des membres qui sont exposés au risque du climat, mais ce sera une réunion virtuelle, en ligne. On essaye de réfléchir autrement. On essaye d'exploiter les technologies à notre disposition aujourd'hui. Plutôt que de se déplacer, de prendre l'avion avec une empreinte carbone importante, on s'est dit on va organiser ce forum, ce sommet en ligne pour qu'il n'y ait pas de voyage à effectuer et pour transmettre un message, pour dire on peut déjà valoriser les technologies existantes pour lutter contre le changement climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, je voulais juste vous dire que nous allons organiser ce sommet et que nous allons le faire dans le cadre de notre présidence du Forum mondial des États vulnérables. Et oui, le G20 et le V20 agissent de concert, mais je pose la question, on voit un changement dans les ressources utilisées. Votre pays est un petit pays, mais pour changer une politique nationale, il y a toute une procédure à respecter. Le pays doit changer, les mentalités doivent changer, que vous soyez un petit ou un grand pays. Et il y a le changement des foyers aussi, pour qu'il y ait la vraie transition énergétique. Et comment accompagnez-vous cette transition énergétique? Faire des pubs à la télé, ça ne va pas convaincre tout le monde. Donc que faites-vous concrètement? Comment ces ressources financières sont-elles dépensées? Comment bien les dépenser? Je pose la question à David. L'investissement dans les énergies renouvelables, dans les îles Marshall et partout d'ailleurs, c'est une opportunité commerciale à saisir. C'est l'opportunité de notre vie. Il faut la saisir, cette opportunité. Les énergies renouvelables sont infinies. Et si vous investissez dans les énergies renouvelables, vous allez avoir une entreprise lucrative et pérenne. J'insiste sur l'investissement dans le renouvelable, parce que c'est une énergie illimitée. Si on continue à mettre l'accent sur les énergies fossiles, elles sont limitées, elles vont être épuisées bientôt, et en plus, vous polluez. Quel choix opérer? Alors, le choix logique, intelligent, c'est le choix du renouvelable, des énergies renouvelables. Et nous faisons cela. Dans nos îles Marshall, nous investissons dans les renouvelables dans le cadre d'une stratégie 2050 pour avoir une économie 100% renouvelable en 2050. Voilà, notre conversation est accompagnée de musique, c'est formidable. Norbert, vos collègues ont parlé de leur quotidien. Bien, vous avez parlé du GRIF.
en quoi ce GRIF va-t-il vraiment aider? Va-t-il aider dans l'immédiat, tout de suite après les catastrophes et en quoi le GRIF se distingue-t-il d'autres mécanismes qui existaient et qui existent encore? David a parlé des différents mécanismes sur lesquels il peut s'appuyer. Donc en quoi le GRIF, quelle est la valeur ajoutée du GRIF? Je pense que, je pense que mon ami des îles Marshall a bien démontré l'importance d'une facilité mondiale de financement du risque. Et c'est important d'avoir autant de pays membres de cette facilité que possible. Cette facilité mondiale de financement du risque pourra venir en aide des pays victimes de catastrophes naturelles, mais elle pourra aussi, cette facilité, aider d'autres pays à l'avenir qui seront touchés à l'avenir. Ce GRIF pourra apporter une aide sur mesure en fonction des priorités et des besoins des pays. Le GRIF permet de renforcer les capacités, de mettre en œuvre des stratégies plus globales de gestion du risque. C'est une forme d'investissement, de financement des assurances pour s'assurer. Et ça permet de faire le nécessaire. Ensuite, ce qui est très important, c'est que le GRIF permettra de réunir l'expertise, les connaissances de pointe sur la météo, sur les données de risque, sur les méthodologies. Ces compétences seront réunies et ces compétences seront libres d'accès. Ce sera pour le bien de tous, pour le secteur public, pour éviter les résultats des catastrophes naturelles. Je pense que grâce à cette facilité, nous aurons un outil pour venir en aide à ces pays comme les îles Marshall qui connaissent un risque particulier. Mais d'autres pays traversent des situations similaires ou qui sont déjà à la deuxième ligne de front de l'avenir, comme David l'a dit. Matthew, à votre avis, en quoi cette facilité, outre les compétences, comment permettra-t-elle de venir en aide aux États dans l'immédiat? Je crois qu'il faut d'abord penser au coût humain de ces catastrophes que nous ressentons si vivement cette semaine. En outre, en plus de ces coûts humains, chaque crise a des répercussions économiques. Quand on ajoute tout ça, toutes ces catastrophes, on s'aperçoit que les répercussions d'un désastre est de l'ordre de l'ensemble des catastrophes plutôt, c'est 60 milliards de dollars par an. Donc ça a des répercussions économiques extrêmement grandes en termes d'absence de croissance chez certains acteurs. L'un des problèmes qui se pose, c'est le système de financement actuel qui agit après coup, qui est trop lent et trop coûteux, et aussi imprévisible. De telle sorte que ce que nous faisons à faire en travaillant avec l'Allemagne, et beaucoup d'autres, la Banque mondiale, c'est de transformer le système pour que les pays savent qu'ils peuvent avoir un financement qui soit fiable, qui soit suffisant, qui soit rapide, en associant ça avec leurs systèmes nationaux qui marchent bien et qui aient des avantages importants par rapport à l'absence de ce système. Certaines de ces crises sont prévisibles. Partant, on peut faire bien plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent en matière d'assurance, en filet de sécurité, en flux de financement. Il faut prévoir davantage, se préparer davantage, et c'est ça ce qui sous-tend le GRIF. Et je me réjouis de pouvoir vous annoncer que la
non seulement l'Allemagne, mais le Royaume-Uni sera un contributeur important de cet effort. Donc, il s'agit d'aider les pays à être plus résilients, ce qui réduira le nombre de catastrophes et la souffrance humaine et économique qui en résulte. Donc, c'est là qu'on voit apparaître l'ambition. Il s'agit de modifier, de changer le système. Je m'en réjouis. On va voir comment ça va changer le système. Maintenant, avant d'en revenir à Laura pour lui demander comment ça va changer le système, parce que là, vous avez des choses à nous dire, je voudrais revenir à Pallery. Nous tous, pourquoi sommes-nous ici? C'est parce que nous savons que le changement climatique est en train de modifier notre vie. Mais il y a des gens qui ne le savent pas, qui ne sont pas convaincus, et c'est à vous, monsieur, de les convaincre. Les prix Nobel récemment, c'est la première fois, je crois, qu'un lauréat Nobel, des lauréats Nobel économiques, qui ont fait des dizaines d'années, accompli des dizaines d'années de travail pour lier l'impact du changement à l'économie. Ils ne font que commencer d'ailleurs. Mais vous avez encore beaucoup à faire pour convaincre, pas seulement votre organisation, mais il faut mobiliser le monde pour s'assurer que ces connaissances, ces informations passent la rampe. Que pouvez-vous faire pour vous assurer que vous allez être en mesure de convaincre les gens? Quelle est votre ambition? Je crois qu'il y a deux défis qui se posent. Premièrement, l'atténuation climatique et le rapport du GIEC qui a été publié il y a peu de temps et qui montre bien l'urgence d'agir. Et on voit l'impact du changement climatique, donc ça donne des raisons d'agir davantage. Et nous avons commencé à aller dans la bonne direction, mais nous n'avons pas été assez ambitieux jusqu'à présent. Le secteur privé commence à bouger, le politique aussi, mais 1,5 degré, ça n'est pas encore suffisant. Il y a un risque qu'on arrive à 5 degrés et 8 degrés le siècle suivant. Si on continue d'utiliser les énergies fossiles comme on l'a fait et qu'on utilise celles qui sont disponibles. Maintenant, comment s'arrêter à 1,5 degré? C'est une des raisons principales du rapport du GIEC. Maintenant, Obama a déclaré récemment, plutôt pas récemment, c'est il y a 3 ans, devant l'Assemblée générale, que nous sommes la première génération à être au courant de ce problème et la dernière à pouvoir le résoudre. Nous avons une fenêtre de quelques années pour modifier notre système d'énergie, pour laisser tomber les non renouvelables et le nucléaire. Donc ça, c'est vraiment un grand défi. Il faut se concentrer sur l'adaptation au climatique, les services d'alerte précoce, la gestion de l'eau et ses services. Et ça sera vraiment un grand défi, en particulier pour les pays en développement qui n'ont pas encore mis ces systèmes en place. Vous avez cité le président Obama. Et je regardais notre public. Quand vous avez terminé cette situation, beaucoup de gens ont soupiré profondément. Ce qui montre bien le sentiment commun. Nous savons tous que c'est urgent. Laura, l'ambition. Je ne savais pas. Je ne savais pas que vous allez changer ce système. Mais est-ce que vraiment vous pensez que c'est possible, probable? Comment allez-vous agir pour en venir là? Parce que vous êtes sur la brèche tous les jours, travailler au développement durable. S'il y a une personne qui peut nous enseigner, ça doit être vous, qui voit comment les pays avancent et comment la communauté internationale est en train de se lancer dans la brèche. 2, 3 choses. Premièrement, je voudrais
dire que je suis d'accord avec ce que disait l'OMM et sur cet engagement avec la Banque mondiale. Nous nous en réjouissons. C'est un bon exemple de travailler ensemble pour se préparer. Félicitations aux îles Marshall. Vous avez travaillé à ce sommet du G20 et au sommet qui vient bientôt du V20 et vous vous sentez responsable de l'atténuation et de l'adaptation. Vous avez parlé de citations. Je ne sais pas combien d'entre vous ont écouté ce matin la plénière. Le président Chico, ici le président indonésien, a utilisé une analogie avec le jeu de Go. Il a dit « l'hiver est là, il faut s'y préparer car la menace est là ». Et il s'agissait du jeu de trône et oui, elle nous a averti que l'hiver arrivait. Donc ce que tout le monde dit, c'est qu'il faut l'accepter, c'est inévitable, il y a détérioration et on pourrait se contenter d'être déprimé. En fait, ce que nous constatons, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie positive que l'on ressent et qui nous montre certaines des choses qu'on peut faire. Tout d'abord, il faut comprendre le monde où nous vivons. Le rapport du GIEC est très utile et une grande partie du travail que fait aussi l'OMM, c'est d'apporter l'information des systèmes d'avance précoce, d'alerte précoce, aider les particuliers, les gens à prévoir à court terme ou à long terme, que les agriculteurs sachent quoi planter, que les communautés sachent quand elles doivent s'évacuer parce qu'il y a une tempête qui arrive. Donc on a bien plus de bonnes informations et c'est très bon. Deuxièmement, la banque et les îles Marshall vous l'ont dit, il faut intégrer toutes ces informations dans notre action. Si on prévoit des infrastructures, il faut intégrer ces modifications, ces transformations dans notre action et notre planification économique. Il y a beaucoup d'innovations technologiques dans le secteur privé qui fait les investissements ou encore dans la résilience, dans les dispositifs d'économie d'eau, etc. Beaucoup de possibilités de reprendre son souffle encore et encore. Et ici, il y a en Indonésie différentes variétés de riz qui sont plus résilientes, avec un fort rendement et qui permettent de réduire le méthane. Et encore, il y a des écoles que l'on construit et qui peuvent être aussi des abris anti-ouragans, ou encore reverdir les villes pour rendre les villes plus vivables et plus productives, parce qu'on aurait ces espaces pour respirer. Donc chaque effort compte. Et on voit ce tiers souffle, et on parlait à l'instant d'intégrer le secteur privé pour être gagnant-gagnant. Quand on parle par exemple de l'érosion des sols, en général c'était le secteur public qui s'en occupait. Mais en Afrique occidentale, la manière d'aménager les infrastructures hôtelières, etc., c'est dans leur intérêt aussi de prévenir l'érosion. Donc ils peuvent nous aider en mettant en place des digues, certains types de plantations, etc. Donc ça commence à se faire. Dernière chose concernant les instruments d'assurance. On vous en a parlé, on vous a dit quand on investit $1, on peut économiser $4. C'est aussi cette grande initiative de nos amis du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Je ne parle pas seulement du climat, mais des autres risques. On vous a également parlé de différentes initiatives, de l'adaptation des communautés, et tout cet ensemble d'instruments, si nous apprenons les meilleures pratiques et que nous investissions maintenant, que l'on s'assure que les ressources financières soient là, lors d'un événement, on peut mettre en place des tampons au niveau particulier, au niveau national, au niveau de l'État, de manière à avoir des systèmes qui soient plus résilients, plus adaptatifs, et qui continuent de s'adapter sans ces grandes pertes de temps chaque fois qu'il y a une grande catastrophe. Donc, j'ai choisi d'être optimiste par rapport à cela. Tous ensemble,
Les gens qui y travaillent ont beaucoup de bonnes idées, de bonnes innovations, et je pense qu'on peut avancer. On sait tous que c'est urgent, mais nous n'avons pas le choix, nous devons être optimistes. Que faut-il faire? Je crois qu'il faut tous y réfléchir. Avant de terminer, je voudrais poser la question d'un journaliste. On a beaucoup parlé du GRIF, des risques locaux, du financement de cet organisme de facilité mondiale de financement du risque. Je pense qu'il faut y réfléchir. Ceci dit, est-ce qu'on n'arrive pas trop tard? Est-ce que c'est vraiment suffisant? 2 mots sur cette question avant de terminer ce débat. Je commencerai par Monsieur Mauvaise Nouvelle, mais qui est en même temps très proactif dans le représentant de l'OMM. L'adaptation est essentielle. Il faut mettre en place des services qui s'appuient sur plusieurs dispositifs pour répondre aux défis des années à venir, des 50 prochaines années. Donc nous sommes très heureux de pouvoir compter sur la Banque mondiale. Et l'atténuation des effets du climat reste un grand défi, mais il faut s'adapter. Mais les crises dont vous parlez, j'aimerais justement en prendre note après la réunion, si possible. Matthew, alors c'est possible, mais pour sauver la planète, pour sauver l'humanité, il faut agir différemment. Il faut un changement de paradigme. Pas que pour le secteur public, pas que pour le secteur privé et la société civile, mais tout le monde doit agir ensemble. Ce n'est pas un cliché. L'adaptation, c'est l'intelligence de l'être humain. Il nous faut travailler ensemble. Norbert, vous avez parlé du changement du système. Moi, je pense que le GRIF est là pas pour aider après la catastrophe, mais d'avoir un système de financement mis en place en amont de la catastrophe pour réagir rapidement. Oui, merci. Voilà un exemple d'adaptation. David, non, il n'est jamais trop tard pour répondre à votre question, et on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Et si on a la volonté, on peut y parvenir. C'est paraît facile, mais c'est essentiel, important. Laura, le dernier mot, vous avez dit ce qu'il fallait dire. C'est peut-être pas trop tard. Il nous faut accélérer la cadence, il faut changer de manière fondamentale notre planification et toutes nos activités. Alors vous faites un travail de développement durable au quotidien au sein de la Banque mondiale. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les intervenants. Merci beaucoup de vos contributions. Félicitations au GRIF. Merci. Thank you so much. Je vous remercie tous et toutes. Je souhaite également évoquer les différentes personnes qui ont permis au GRIF de voir le jour. Merci tous ceux qui y ont contribué de venir sur la scène. Alors tous ceux qui ont œuvré pour la création du GRIF, merci de venir sur scène. Thank you so much. Really appreciate it. Laura, I have to rely on you.